Des hommes vont venir et ils voudront t'apprendre des choses. Or, ça ne les rend pas plus intelligents. Alors laisse-les parler. Et continue à faire exactement comme tu l'entends. Qu'est-ce que tu veux encore de moi? Je suis là pour mettre un terme à ton voyage. Le moment est venu. Et c'est ainsi que tout recommence. On a encore fait cette fois. Butcher? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme, elle est vivante. Vault la retient en otage quelque part. Mais là, tout de suite, on est un peu dans la merde. Combien de fois cette famille va faire la même erreur et payer les conséquences à chaque fois? Tout ce que je veux, c'est être aimé. C'est tout ce que nous voulons de vous. Que faut-il que je fasse pour obtenir un peu de gentillesse dans cette famille? Telle est la voie. C'est vraiment pas un endroit pour un enfant. Où que j'aille, il me suit. Donc ce qu'on raconte est vrai. Telle est la voie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui fait suite à mon top 5 des films de l'année. N'hésitez pas à la regarder. Bref, contrairement à l'autre vidéo, Netflix, Amazon, Apple, Starplay ou encore Disney+, n'étaient pas fermés et ils nous ont proposé une multitude de séries et un top 10 était donc possible avec un petit bonus à la fin où j'ai rattrapé une série de 2019 qui aurait pu avoir la première place dans ce top si elle était sortie en 2020. Restez donc bien jusqu'à la fin. Et c'est parti pour le top 10. En 10e position, The Great saison 1, une série de Tony McNamara de la chaîne Hulu, mais vous pouvez aussi la retrouver en France sur Starplay, qui nous raconte de façon décalée l'ascension d'une jeune et idéaliste demoiselle de 16 ans qui arrive en Russie pour un mariage arrangé avec l'imprévisible empereur Pierre III. Rêvant d'amour et de douceur de vivre, Catherine II est confrontée dès lors à un monde dangereux, dépravé et barbare. Déterminée à changer les choses, il ne lui reste plus qu'à tuer son mari, contrer l'église, dérouter les militaires et
et rallier la cour à sa cause. Un peu moins subtil que la favorite que le créateur avait écrit pour le cinéma, The Great se consomme volontiers. Parfois on est laissé par son côté humour noir et parfois ça fonctionne très bien. Le couple Fanning-Hoult fonctionne très bien et la caricature mise en scène est remplie d'imagination et de situations parfois même absurdes. J'ai passé un très bon moment en tout cas devant cette série. En 9e position, Sex Education saison 2, une série de Laurie Noon diffusée sur Netflix qui suit la rebelle Maeve qui entraîne Otis, un ado vierge mais doté d'une mère sexologue, dans la création d'une cellule de thérapie sexuelle clandestine au sein de leur lycée. Bon, ça c'est le synopsis de la saison 1, mais les deux poursuivent ces thématiques sans tabou à l'humour anglais que j'affectionne tant. On est loin de Skins bien évidemment, moins noir par exemple, mais on reste attaché et la série se binge-watch très facilement. Les personnages sont très bien écrits, moins niais que la première saison aussi, on retrouvera avec plaisir ces personnages dans la saison 3. En 8e position, The Umbrella Academy saison 2, une série de Steve Blackman diffusée sur Netflix où nous retrouvons nos personnages propulsés dans le Dallas des années 60. Les membres de la fratrie dispersée se construisent de nouvelles vies, jusqu'à ce que de nouvelles menaces les réunissent. Que vous sachiez les choses, je n'ai pas aimé la saison 1, trop fouillie, assez chiante pour beaucoup d'épisodes et l'humour qui dédramatisait les enjeux. Eh bien je suis très surpris de cette saison 2 qui a su maîtriser tous les défauts de la première. Les épisodes ont tous une importance, loin du remplissage de la première saison, un humour bien dosé sans forcément ralentir l'histoire et on comprend plus facilement les éléments de l'intrigue et complète facilement et efficacement la première saison. La bonne idée, l'intrigue se situe dans les années 60 où nos personnages totalement décalés vont devoir s'accoutumer durant quelques années. Je suis le premier surpris à avoir aimé cette saison 2 et j'attends la prochaine saison avec impatience. En 7e position, The Haunting of Bly Manor, une série de Mike Flanagan diffusée sur Netflix qui est le successeur de The Haunting of Hill House, sans être une suite puisque nous suivons Danny Clayton, une jeune institutrice au passé trouble, est engagée pour veiller sur Flora et Miles, deux orphelins vivant dans un manoir isolé en pleine campagne. Les enfants, comme tous ceux qui vivent dans la demeure d'ailleurs, cachent un terrible secret qui ne va pas tarder à les bouleverser, aussi la vie de la nouvelle employée. Peu à peu, d'effrayantes apparitions viennent la hanter. Alors, beaucoup d'entre vous me diront que Hill House fait un peu plus peur que Bly Manor. Et honnêtement, vous avez raison et vous aurez même d'ailleurs raison. Car oui, Bly Manor fait beaucoup moins peur que Hill House. Mais son histoire issue de la nouvelle de La Tour d'écrou de Henry James en 1898 est loin d'être inintéressante pour autant. Elle est d'ailleurs captivante et remplie de poésie horrifique. Pourtant, loin d'être coutumier du genre, j'avais détesté par exemple Mama, mais c'est tellement bien écrit que l'histoire souhaitait que je reste scotché à mon canapé. Tout comme American Horror Story, les acteurs changent de rôle, ce qui peut en perturber certains, j'en conviens, mais qui montrera tout simplement leur palette de performances d'acting. En 6e position, The Mandalorian saison 2, série de Jon Favreau diffusée sur Disney+. Alors, si vous avez regardé ma vidéo sur mon top 5, vous savez que je n'ai pas Disney+, d'où l'absence de Saul dans mon top que je n'ai malheureusement pas pu rattraper. Donc, oui, je n'ai pas regardé sur Disney+, The Mandalorian saison 2. Mais mon Disney m'a vendu quand même 3 tickets de sa dernière trilogie Star Wars qui était bien pourrie. Donc, dites-vous qu'il s'agit d'un remboursement en bonne et due forme. D'ailleurs, cette saison 2 nous montre le Mandalorian et l'enfant poursuivre leur voyage affrontant maints ennemis et rejoignant leurs alliés. Ils se feraient un chemin à travers une galaxie dangereuse dans la tumultueuse période. Alors oui, ça réhabilite à mes yeux ce que Disney fait avec Star Wars, mais quelqu'un disait sur Twitter, l'avenir de Star Wars est bien à la télévision. Et cette phrase, bien qu'elle soit plus ou moins vraie, eh bien ça me fait tout de même mal. Car oui, Disney a su faire du propre avec ses séries animées, comme Clone Wars et Rebels, The Mandalorian également. Plus de points forts donc avec la télé qu'au cinéma. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas normal justement. Star Wars, c'est de l'épique, des légendes, des frissons, un space opéra dantesque. Il suffit de voir Rogue One pour dire que c'est
c'est encore possible. Pourtant, au cinéma, Star Wars semble être dans le coma depuis 2015. Dans cette saison 2, The Mandalorian, je me suis rappelé ce que j'aimais dans Star Wars. Et si je continue avec cette image d'une franchise dans le coma, The Mandalorian semble montrer quelques signes de vie. Un doigt qui bouge, quelques mouvements qui semblent indiquer que son âme n'est pas loin. Certes, le fanservice doit beaucoup, mais cela aurait été une erreur de ne pas l'utiliser, ce qui entoure même Star Wars. Une mise en scène maîtrisée, on explore l'univers étendu de façon intelligente. Quelques défauts d'écriture ou des personnages morts sont ressuscités avec Ta gueule c'est magique, mais cela reste tellement meilleur que la dernière trilogie. J'espère que cette franchise sortira du coma pour nous refaire ce frisson perdu au cinéma. Numéro 5, The Boys saison 2, série par Eric Rip sur Amazon Prime, contraint à la clandestinité, Yugi, la crème, le Frenchie et Kimiko essaient tant bien que mal de s'adapter à cette vie de cavale, Billy Butcher restant pour sa part introuvable. Bien moins pertinent que cette première saison, cette saison 2 est tout de même de très bonne facture, là où cette saison 2 peut être décevante, elle traîne plus en longueur, beaucoup de quêtes annexes afin d'avoir un affrontement final qui en vérité aurait pu arriver plus tôt si on en croit leur super pouvoir. C'est ça le point faible, mais quel plaisir de retrouver ces personnages et sa deuxième partie de saison où tout s'accélère, cela devient vraiment très intéressant, toujours aussi irrévérencieux et certaines scènes impactent. The Boys saison 2 est toujours un grand oui. Numéro 4, Ozark saison 3, série par Bill Dubuque et Mark Williams diffusée sur Netflix, nous font retrouver Marty et Wendy qui sont en désaccord sur le plan professionnel. Leur vie privée est bouleversée par une visite surprise. La saison 2 m'avait séduite, mais l'histoire avance à grands pas dans cette saison 3 et on attend avec impatience l'ultime saison qui racontera la fin de nos personnages. Alors certes, cela n'atteint pas non plus la mise en scène de Breaking Bad, mais ce n'est pas ce que la série veut. Elle veut avoir son propre univers, plus froid, peut-être même plus sombre. Les mésaventures s'accumulent et on sent vraiment cette boucle infernale et ce piège qui se referme lentement. Surprenant, captivant, Ozark s'inscrit dans ce top série Netflix assurément. Numéro 3, The Queen's Gambit ou Le jeu de la dame, mini-série de Scott Frank et d'Alan Scott diffusée sur Netflix. Pleine guerre froide, le parcours de 8 à 22 ans d'une jeune orpheline prodige des échecs, Beth Harmon. Tout en luttant contre une addiction, elle va tout mettre en place pour devenir la plus grande joueuse d'échecs au monde. Déjà, Anya Taylor-Joy intriguait déjà mon envie de regarder la série. Toujours avec ce regard hypnotique, que ce soit dans Split, Peaky Blinders ou encore Les Nouveaux Mutants. Mais rendre le show sur les échecs captivants, c'est un défi. Les règles ne sont pas connues de tous, encore moins la stratégie par les pros. Alors comment faire? Tout doit passer par la mise en scène, rendre une partie où la tension est palpable, rendre les parties différentes d'ailleurs. Tout comme Dr House nous montrait des diagnostics dont on ne comprenait rien, captivants, c'est la manière de les traiter. Il faut les traiter comme des enquêtes, par exemple dans Dr House, même si au bout de 8 saisons, on s'apercevait qu'à partir d'une biopsie, il s'agissait dans 70% des cas d'un lupus. Bref, je m'égare, les échecs sont montrés comme une obsession, une drogue, une compétition, montage nerveux, histoire passionnante, Anya Taylor-Joy habitée par son rôle de Beth Harmon, il semble que l'actrice soit enfin reconnue pour son talent. Un coup de cœur jusqu'aux costumes qui ont un véritable sens dans l'esprit du personnage. Numéro 2, The Crown saison 4, créée par Peter Morgan, Stephen Daldry et diffusée sur Netflix. Cette saison 4 revient sur la période des années 80 et Elizabeth fait face à la première ministre Margaret Thatcher, tandis que le prince Charles connaît un mariage tumultueux avec Lady Diana Spencer. Ce n'est pas vraiment une surprise, comme vous le savez, la saison 3 était également dans mon top de l'année dernière, la saison 4 était forcément dans cette continuité de la série la plus ambitieuse de Netflix. Encore une fois, la mise en scène est excellente, les événements très peu romancés est toujours aussi bien pensé. L'actrice qui joue Diana par Emma Corrin est tellement bluffante que ça en est vraiment troublant. Et bien évidemment, ne pas saluer la performance de Gillian Anderson en Margaret Thatcher. Charles est également mis en avant dans cette saison et sa relation avec Diana est déchirante. Toujours un plaisir à regarder. En même temps, on parle de la série la plus chère produite par Netflix et pas que d'ailleurs, même si on est en dessous de cette saison 3 car la politique est un peu moins intéressante et mis à part la politique de Thatcher certes, mais on choisit de ne pas se répéter. Au contraire, on applaudit la neutralité de la série en essayant le moins possible d'être orienté, en s'appuyant au maximum sur les faits.
Et on arrive au numéro 1, Dark saison 3. Encore une fois, une série Netflix créée par Baran Bo Odar et Yance Fraser. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais en tout cas voilà. La folie temporelle touche à sa fin dans un monde étrange où certaines choses semblent familières et d'autres beaucoup moins. J'ai dû revoir toute la série pour appréhender cette saison 3 et je dois avouer que cette série m'a donné des frissons tellement c'est justement écrit. Pourtant, le voyage temporel c'est toujours un peu casse-gueule, mais ici, une série qui a été écrite de A à Z, pensée du début à la fin, ça fait toujours plaisir. Et c'est pour ça que cette série doit être vue entièrement et à la suite, sinon on est perdu. Dark est véritablement un bijou d'écriture, même si on traîne parfois en longueur sur cette saison 3, la réalisation nous emmène vers sa fin de l'histoire et de conclure toutes les portes ouvertes jusque-là et de façon intelligente. Petit défaut, on passe parfois du temps à expliquer les choses, on nous tient vraiment la main vers la fin qui peut parfois décevoir pour certains, cependant la qualité est toujours là, ces personnages m'ont fait voyager à travers le temps, à travers d'autres dimensions, à travers cette petite ville, à travers le futur. C'est pour moi la meilleure série de 2020. Petit bonus car c'est une série qui est apparue fin 2019 mais que j'avais envie de vous parler et que j'ai vue cette année. Il s'agit pour moi d'ailleurs de la meilleure série que j'ai vue cette année. Il s'agit de Watchmen, créé par Damon Lindelof et diffusé sur HBO Max ou OCS en France. Il s'agit de la suite du roman graphique qui nous emmène à Tulsa, Oklahoma de nos jours. Il y a 3 ans de cela, un groupe de suprématie blanc appelé la 7e cavalerie s'était attaqué à tous les policiers de la ville ainsi qu'à leurs familles afin de protéger leur identité. Depuis cette attaque poétiquement surnommée la Nuit Blanche, les policiers portent désormais un bandana jaune afin de conserver leur anonymat. Profondément marqué par cette nuit tragique, Angela Abar et le chef de la police de Tulsa, Jude Crawford, décident d'enquêter sur ce groupuscule et ses adeptes. Si vous avez aimé le film de Zack Snyder, vous pouvez aussi le considérer comme suite également, mis à part la fin qui est très différente, je vous invite à voir l'analyse de Monsieur Bobine à ce sujet ou de lire carrément le roman pour plus de détails pour comprendre cette série ô combien merveilleuse. Bien évidemment, les premiers épisodes mettent en place l'univers dans lequel on se situe avec l'aide d'analyse de Captain Popcorn à chaque fin d'épisode car je dois avouer ne pas avoir compris chaque détail, donc ça aide beaucoup et ça apporte beaucoup à la compréhension de l'œuvre. De plus, l'esthétisme de la série est tout juste bonnement incroyable, la mise en scène on s'éclate. Un épisode qui me marquera à jamais, c'est l'épisode du bar au Vietnam, qui est juste une dinguerie d'écriture sur l'amour et la vie. Les acteurs sont tous impliqués, même les plus grands comme Jeremy Irons, qui s'éclate vraiment dans son rôle. À la fois sombre et engagé, la série est prenante jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre également votre top série 2020 et vos retours sur la série Watchmen, ça m'intéresse beaucoup. On en débattra dans la zone commentaire. Bonne année à tous, prenez soin de vous et ciao. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.